Et bonjour à tous, il est 12h35 et vous êtes bien dans le ZCL. On sera ensemble jusqu'à 14h. Aujourd'hui, donc jeudi 23 novembre, on va avoir plusieurs invités. Donc Jean-Paul Danen qui est cofondateur du laboratoire cosmétique Maravilla qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour. On va recevoir ensuite Pierre Chadru, donc artiste plasticien qui va nous parler d'une exposition avec ses stagiaires à l'espace Chadru. On va recevoir ensuite Nathalie Belloiseau, donc qui va parler du village vert Être, donc une manifestation en lien avec la biodiversité et l'écologie. On va ensuite recevoir Jean-Marc Ferdinand et Léo de Da Vinci pour Guadeloupe Electric Groove, donc un festival qui aura lieu ce week-end. Voilà pour les invités du jour. Au niveau des titres de l'actualité, on va traiter ensemble de la semaine de la sécurité des patients au CHBT, ainsi que du forum des métiers au lycée Coueffin, donc voilà, ainsi que de la semaine de l'handicap, l'accompagnement qui se fait au niveau de l'emploi dans un processus d'inclusion des personnes en situation de handicap, et ainsi que du salon de l'habitat qui se tient jusqu'au 26 novembre au WTC, qui est tourné vers l'écologie et les économies d'énergie, les solutions d'éco-responsables. Ça, c'est pour les titres du jour. Faisons le petit focus sur aujourd'hui, donc 23 novembre. On va parler de Jeff Joseph. Donc Jeff Joseph, aujourd'hui, focus sur le décès de Jeff Joseph, qui est né le 30 septembre 1953 en Dominique. C'était un chanteur donc dominicain, fondateur des Gramax, donc groupe musical dominicain créé en 1972. Il fait partie du groupe Volte-Face. Son activité principale, c'est le chant. Il a exploité différents genres musicaux tels que le rock soul, merengue, zouk, groka, cadence, calypso. En 1985, il poursuit sa carrière musicale en solo en s'installant à New York, où il rencontre en 1988 le groupe Kool and the Gang, et avec lequel il produit 3 titres, World Music, Banana Sweet and Home and 1, 2, 3. On va écouter un extrait d'une de ces compositions ensemble. C'est l'instant musique. Voilà, un grand artiste avec beaucoup de compositions sur lesquelles on a tous dansé, je pense. On va revenir à l'actualité avec cette semaine de la sécurité des patients qui s'est déroulée au CHBT. La sécurité des patients qui est au cœur des préoccupations. Permettre aux patients d'être autonomes et d'être acteurs de leur santé, c'est l'une des principales objectifs pour pouvoir consolider aussi le système de soins. Le thème aujourd'hui de cette rencontre était faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Des stands et des ateliers étaient ouverts au public pour permettre à ces personnes d'avoir vraiment toutes les informations et d'être parfaitement au courant de leur possibilité d'être éduqués thérapeutiquement. Donc on va voir un reportage d'Olivier Félix. D'une thématique spécifique. Donc cette année, la thématique était faire du patient l'acteur de sa propre sécurité.
Combien il faut circuler là? Oui, ça a changé de. Oui, ça a changé. Le médecin a changé la prescription. Donc... C'était ça? Oui, oui. Mais donc, elle n'a rien par là. Ah bon? Oui, non, ben, je vais les lever de vous. Quand tu as peu près? Oui, vous pouvez les prendre. C'était? Oui. C'était? Oui, sûr. Ok, bon, ben, à tout à l'heure. Donc, on va le médecin. Ok. L'hôpital fonctionne donc avec différents acteurs pluriprofessionnels et donc qu'ils soient en interne mais aussi en externe de l'établissement. Donc c'est-à-dire qu'en interne vous avez des professionnels de santé, donc aussi bien des médecins, des infirmiers, des kinésithérapeutes et autres, mais également en externe des associations. Nous travaillons beaucoup avec les associations parce que ce sont des partenaires essentiels aussi dans le parcours de soins du patient. Donc il est important que nous ayons donc aussi bien donc des associations, des partenaires soignants, mais également donc différents corps de métier. L'éducation thérapeutique doit faire partie intégrante de la prise en charge du patient. Donc certes, il doit y avoir les soins médicaux, le suivi médical, mais l'éducation va forger le patient et lui permettre d'affronter, de dépister, d'être plus alerte et aussi d'être plus autonome, de sorte d'améliorer sa qualité de vie avec une pathologie avec laquelle il va devoir vivre longtemps. Il faut que ça soit fait assez régulièrement. Surtout au niveau, par exemple, du service cardiologie URCV, l'école du cœur, où beaucoup de personnes ne connaissent pas ce type de service. Et ça, c'est très intéressant d'en parler assez régulièrement pour faire connaître. Moi, je ne connaissais pas l'école du cœur et suite à mon intervention, franchement, je suis vraiment ravie. Cette manifestation consiste également donc, à rendre le patient acteur de sa prise en charge. Donc plus il va s'informer, plus il pourra dire ce qu'il souhaite. Bien sûr, on ne va pas pouvoir satisfaire à tous les besoins d'un patient, mais concernant sa prise en charge, il faut qu'il soit acteur. Par exemple, s'il a mal, il faut qu'il dise qu'il est mal, de manière à ce qu'on puisse prendre en charge sa douleur, quelle que soit la douleur. Même si elle a une intensité faible ou plus forte, il faut absolument qu'on puisse prendre sa douleur dès le début. Voilà, très important d'être acteur de sa santé. Et justement, la santé passe aussi par les plantes et par le calophyllum. N'est-ce pas? Bonjour Iman. Bonjour, donc on va recevoir donc Jean-Paul Dannen qui est cofondateur du laboratoire cosmétique Maravilla. Donc cosmétique à base de calophyllum, donc plus connu sous le nom de Galba. Tout à fait. Voilà, et donc vous avez ouvert un laboratoire en Guadeloupe avec une boutique sur Pointe-à-Pitre. Exactement. Voilà, dans une ancienne case créole qui a été restaurée. Et donc là maintenant, l'idée c'est vraiment de diffuser l'information à travers tout ce que vous faites. Déjà dans un premier temps, le calophyllum, bon, on va peut-être, je ne sais pas si à l'écran on voit les petites graines de Galba qui sont sur la table. Oui, on peut peut-être les prendre. Voilà. On l'appelle l'or vert des Caraïbes. Et donc, c'est une plante particulièrement bénéfique. À quel titre? Eh bien, écoute, elle comprend énormément de propriétés, des antioxydants, des anti-inflammatoires. Elle est très puissante sur tout ce qui est cicatrisation. C'est une essence qui est vraiment magique. Elle est pleine de vertus et ce sont toutes ces vertus qu'on va retrouver dans toute la gamme qu'a développée Maravilla. D'accord. Alors, ces anti-inflammatoires vont servir par exemple sur l'huile de femme pour tout ce qui est règles douloureuses. Après, tu as la cicatrisation, c'est ce qu'on va retrouver dans le Cicat. Mais dans toutes ces huiles, on vient nous aussi faire des synergies parce qu'on a été se documenter, se renseigner au niveau des anciens et puis après avec un aspect bien entendu plus scientifique pour pouvoir corroborer tout ce que les anciens faisaient, qu'on savait être bon de toute façon. Tout à fait. Donc en fait l'idée c'est d'utiliser donc ce produit, mais d'où vient ce concept en fait de transformation, puisqu'on est vraiment dans de la transformation cosmétique. Donc oui. Tout à fait. En fait, il se trouve qu'on a la chance d'avoir un bois qui est riche de cette essence, qui a été mise en avant par Hugues Oxybrun de 100% Zeb. C'est lui qui nous a permis de trouver une orientation par rapport à ce bois. Et une fois qu'on a fait ça, on est parti en Polynésie se former. Et c'est là-bas qu'on a découvert à quel point ils connaissaient la calophylle et le calophyllum et à quel point ils étaient forts dans cette graine et dans sa mise en œuvre.
Donc, c'est déjà quelque chose qu'ils font là-bas, en fait. alors eux, ils la travaillent de différentes façons, pas avec nos essences. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fonction des cultures, on n'appréhende pas la calophylle de la même façon. Et nous, en Guadeloupe, c'est une essence que nos anciens connaissent très bien. On faisait déjà des bains de rafraîchissement avec ces feuilles. On m'a parlé encore de d'autres histoires encore assez extraordinaires, mais nous on est revenu sur des choses plus simples et l'idée c'était d'avoir grand-mère dans son sac à main, donc c'est pour ça qu'on a choisi un packaging qui est très moderne avec une ergonomie, en tout cas une façon de pouvoir emmener les produits assez simples dans son sac à main. D'accord. Donc, c'est des produits pour toute la famille, pour les petits, pour les plus âgés. Oui, ce sont des produits pour toute la famille. On commence par exemple avec l'apèse. Lui, il est très bien sur tout ce qui est démangeaison. Il va apaiser là où on est soit piqué par les moustiques, ou en tout cas, c'est un après-moustique, donc démangeaison. Et puis, tu as quelque chose qui est là... tout ce qui est une gamme plaisir, donc là on va être essentiellement sur la femme qui aime se faire plaisir avec une huile de massage, et puis des choses qui sont plus transversales à la famille avec un après solaire, un cicatrisant comme je disais, quelque chose pour tout ce qui est jambes lourdes et quelque chose pour les douleurs articulaires avec le relax. Voilà. D'accord. Donc vraiment très large en fait au niveau de l'utilisation à la fois quotidienne, mais pas que. Enfin, les massages pas forcément tous les jours, mais tout ce qui est. Ça pourrait, bien sûr. Quand on a une vie bien chargée. Ce serait très très bien d'ailleurs, mais. Dans les émissions. N'est-ce pas? Mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas pour les produits pour la peau, en tout cas on peut l'utiliser tous les jours. Oui, on est sur une gamme qui est donc transversale à tous les membres de la famille. Hein. Ça peut aller des plus anciens, de nos aînés, de nos bons aînés aux plus jeunes, au-delà de 3 ans bien sûr. Et ensuite, on peut les mettre en œuvre assez facilement et quotidiennement. Donc ça vient se substituer à ce qu'on aurait fait naturellement, en tout cas que nos anciens faisaient, par exemple avec le gros thym, puisque je parlais de l'apaisant. C'est le gros thym qu'on est venu mettre en synergie et lui, c'est un puissant apaisant. Quand on est piqué au démangé, on peut en mettre déjà directement. Et si on ne l'a pas sous la main, ce qui est le cas si on se déplace, d'emmener des petits morceaux de gros thym dans le sac, c'est plus compliqué. C'est moins pratique. C'est moins glamour. Oui, c'est vrai. Et donc là, on peut marcher avec le produit et c'est facile. Donc derrière cette démarche de transformation, j'ai l'impression qu'il y a une vraie philosophie de transmission aussi de tout ce qui est pratique ancienne, c'est ça? Oui, on est vraiment dans la transmission, certainement lié au fait que nous-mêmes on a des enfants et l'idée, j'ai envie de dire assez spontanément, c'est de pouvoir montrer qu'en local on a énormément de choses intéressantes, qu'on peut peut-être les travailler un petit peu différemment pour les mettre au goût du jour. Et puis à partir de là, on en fait la promotion pour dire c'est intéressant, c'est bien qu'on fasse des circuits courts, qu'on achète en local et que la valorisation du patrimoine elle est vraiment riche en fait. Donc en fait c'est aussi l'idée de mettre en avant l'identité culturelle guadeloupéenne, c'est ce que vous avez essayé de faire aussi par rapport à la boutique donc, qui est sur Pointe-à-Pitre, qui a été restaurée, donc une case créole restaurée, c'est ça? Alors c'est Pointe-à-Pitre, c'est toute une histoire, c'est d'abord l'acquisition, on a pas mal cherché et on est tombé sur cette maison avec un coup de cœur. Elle a des détails architecturaux qui sont hyper intéressants parce qu'elle est toute petite, elle est simple, mais elle est fraîche, elle est belle. Et à partir de là, il y a eu tout un travail pendant 2 années de restauration à l'identique parce que c'est l'âme de la maison qu'on ne voulait pas toucher, mais juste dépoussiérer, j'ai envie de dire. Et donc on a gardé tout ce qu'elle était. Et à partir de là, c'est devenu assez évident que Maravilla allait fonder sa maison, la maison Maravilla, dans la case créole, qui se situe rue Le Thiers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est derrière le tribunal et c'est une perpendiculaire au canal Vatable, juste avant la voûte, ça parlera aux gens, avant le petit tunnel. Ok, très bien. On va peut-être voir une vidéo justement qui parle un peu de tout le concept et on va voir la boutique sûrement pour que les gens puissent voir en image ce que c'est. Oui.
Donc oui, c'est ce que je disais, les maisons sur Pointe-à-Pitre sont vraiment extraordinaires et on parlait de détails architecturaux que je ne connais pas, trait de Jupiter, et justement la réponse c'était quoi? Ma question, c'est quoi un trait de Jupiter? C'est une forme de construction. En fait, quand ta poutre elle est trop courte, et qu'il faut faire donc un assemblage bois, mais à l'époque les vis c'était compliqué, les clous c'était compliqué, donc nos anciens qui étaient en fait des compagnons avaient réalisé ces assemblages bois qui permettent avec le morceau coupé et le deuxième morceau de les assembler, et là on vient venir mettre un troisième bout de bois de la même façon et on va avoir une tenue mécanique, j'ai envie de dire, qui se rapproche énormément d'une poutre entière, comme si elle n'avait pas été coupée. Donc ça permet de faire des porte-à-faux, ça permet de porter de longues distances, et c'est ce qu'on retrouve en fait chez nous avec la construction qui a été faite. Ça fait la solidité de la maison avec plusieurs petits bouts de bois. D'accord, donc c'est aussi l'occasion de conserver et valoriser le patrimoine architectural de la Guadeloupe en fait. Complètement, en fait, nos anciens sont ingénieux et ils sont sachants et ils ont une connaissance qui est vraiment profonde et importante, et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans la réalisation des produits. Nous, en toute humilité, ce sont nos anciens qui nous donnent les recettes, en tout cas les axes pour pouvoir les faire et les dimensionner et les fabriquer. Après, il y a toute la surcouche nouvelle de réglementation et de tout ce que l'on veut derrière pour pouvoir vendre un produit qui est bon. Mais nos anciens, au travers de c'est ce qu'on va retrouver au travers de la case créole, donc toujours pareil rue Le Thiers, avec les différents produits, tout ça fait ça fonctionne très bien. D'accord, très bien. Donc ça c'est à la rue Le Thiers. Alors quelle est l'idée c'est quoi la vision de Maravilla pour les années à venir? La vision de Maravilla pour les années à venir, c'est de partager qu'on a beaucoup de choses en local qui valent le coup d'être travaillées, Aujourd'hui, il y a des gens comme nous qui essayons et qui nous battons et qui faisons des projets qu'on pense intéressants. Donc on a besoin effectivement de l'appui financier, voilà. Donc de la population. Pour ça, là encore on se démène. On a monté un Kiss Kiss Bank Bank. Donc on ne veut pas de gratuité. C'est important de le dire. Ce qu'on veut, c'est faire des levées de fonds où les gens peuvent nous acheter des produits en avance. Et ce sont ces achats qui vont nous permettre, comme on n'a pas encore livré les produits, d'aller acheter les machines dont on a besoin pour changer d'échelle. Et ensuite, on va livrer les produits aux gens avec les nouveaux équipements qui nous permettront d'être plus performants. D'accord. Donc c'est un peu dans cette démarche aussi que vous avez participé au concours, enfin le concours qui est en train de se faire justement. Oui, c'est à vous de jouer. Donc vous pouvez voter pour Maravilla en allant sur le site internet. Il suffit de rentrer son adresse mail. Je l'ai fait d'ailleurs ce matin. Ok, c'est app.thtprod. Donc là, app.thtprod. Donc là, on peut y aller et effectivement s'inscrire et voter. Je te remercie, Iman, d'avoir voté pour. Alors, le concept est très intéressant parce qu'il rejoint aussi le projet que nous on porte, c'est-à-dire de mettre en lumière tous les petits acteurs comme nous qui sont naissants, qui font face, comme on le sait tous, à beaucoup de difficultés quand on ouvre une entreprise et qui ont à un moment donné besoin d'être en lumière, besoin de visibilité, d'être vus pour dire oui, on porte ce projet et oui, aidez-nous et tout ce qui va avec. Et donc l'idée de Thierry, c'est de dire en fait c'est transversal à tout le bassin antillais, donc la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, et ça permet aussi à nos compatriotes là-bas de dire regardez, il se passe des choses en fait, et voilà. Venez nous aider. A cette fausse image de il se passe rien aux Antilles. Venez nous aider, vous avez des compétences, voilà. Revenez au pays, venez nous accompagner. Il y a énormément de choses où on a besoin de compétences et voilà, en fait, c'est notre histoire aussi, en fait, tout simplement. Là, vous avez besoin de quoi, du coup, maintenant, financier, mais du coup, c'est pour favoriser une expansion de l'entreprise, c'est ça? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a investi en faisant la maison, le laboratoire, mais les équipements derrière sont extrêmement chers et on a besoin là du soutien de la population au travers des achats en pré-vente pour pouvoir acheter des machines plus performantes. Donc ça peut être un bras robotisé, ça peut être une étiqueteuse, ça peut être une remplisseuse, mais ce sont tout ça des machines automatiques
informatiques qui permettent de nous donner, nous, un petit peu plus d'air par rapport au fait que nous, on est à toutes les étapes de la production. Et c'est ça qui fait la spécificité de notre concept, c'est qu'on produit, on transforme et on vend. On a essayé de tout couvrir parce qu'on s'est rendu compte que pour que vous ayez une dose de nature dans les produits, il faut de la fraîcheur. Et la fraîcheur, c'est la difficulté majeure pour pouvoir la garantir dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, la boutique, elle, maintenant, arrive au bout et permet d'avoir ce lieu où on va pouvoir effectivement essayer les produits et pouvoir les acheter. D'accord, donc il y a la boutique, mais il y a aussi un site internet, on peut acheter en ligne et faire connaître vraiment les produits, pas seulement en Guadeloupe, mais Martinique et France aussi, quoi. Tout à fait, c'est labo-maravilla.fr, il est complètement accessible depuis partout dans le monde, il est encore qu'en français, mais ça va bientôt évoluer. Anglais, bien sûr. Et en plus, en venant à la boutique, alors là c'est ce qui est bien de venir nous rejoindre, c'est que vous allez avoir la possibilité d'essayer notre concept où il y a des tisanes que vous pouvez essayer, vous pouvez réaliser vos tisanes en fonction de vos goûts, de vos attentes, puisqu'on va retrouver les essences que l'on fabrique, et une fois que vous avez fait votre composition, vous allez la nommer. Et ça vous permet, si elle vous a plu et que vous voulez la recommander, juste nous passer un petit coup de fil et nous demander de vous la réaliser, on la met à disposition. Super. Bon. Alors maintenant, vous avez toutes les informations, Boutique Maravilla sur Pointe-à-Pitre, site internet, KissKissBank pour les soutenir. Téléphone, s'ils veulent. Numéro de téléphone, oui. Le 06 90 24 32 80 ou le 07 81 96 93 09. Pardon, 89, autant pour moi. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci, avec grand plaisir. On va faire notre première coupure publicitaire et on revient tout à l'heure pour la suite des informations et la suite des invités qu'on aura tout à l'heure. Bonjour, je me présente, Jean-Paul, je suis porteur du projet de Cosmétique Maravilla et vous êtes là sur le bois qui est à l'origine de tout le projet. C'est un projet cosmétique où on fabrique des cosmétiques à base de calophylle et effectivement ce bois en est vraiment à l'origine parce que vous voyez, il suffit de se baisser et en fait on ramasse les graines qui constituent la matière première qui nous permettra de réaliser nos baumes, nos crèmes, nos huiles, enfin tout. Je vous emmène maintenant dans la partie fabrication. Donc dans la continuité, parce qu'on a voulu le laboratoire au cœur du projet, donc au cœur du bois. Les essences sont directement ramassées dans la forêt que l'on vient de voir. Et là, suivez-moi, je vous emmène au laboratoire que l'on vient de construire et où on a besoin de votre accompagnement pour le finaliser et rentrer toutes les machines dont on va avoir besoin. Nous voici maintenant dans le laboratoire. C'est ici que nous avons besoin de votre contribution pour acheter les équipements qui nous permettront de nous démultiplier. En effet, nous avons besoin de changer d'échelle avec des étiqueteuses, des remplisseuses, voire même un bras robotisé en fonction de vos contributions. Nous serons à même d'être de petits horlogers, de petits orfèvres qui vont devenir à beaucoup plus grande échelle et répondre au marché de la Guadeloupe, voire même plus. Nous sommes très heureux de partager ce projet avec vous. On vous remercie de l'attention que vous allez donner à KissKissBank au contenu du projet. Et on est disponible pour toutes vos questions, tout ce que vous voulez savoir sur les produits, sur les graines, sur les essences. C'est avec un immense plaisir que l'on vous répondra. Encore merci, à bientôt. Rebonjour, donc il est 13h05, on va entamer notre deuxième partie de ZCL News et on va recevoir bientôt donc Pierre Chadru, artiste plasticien qui va nous parler d'une exposition qui aura lieu, mais pas que, il y aura aussi la présentation de son livre et un atelier qui aura lieu ce week-end. Merci d'être là. Merci. Et on va recevoir aussi Nathalie Beloiseau qui représente l'association Vert Être. Voilà, et une manifestation aura lieu aussi
aussi en lien avec l'écologie. Exactement, c'est exact, merci. Voilà, on va le recevoir tout à l'heure. Revenons sur l'actualité. On a déjà traité le sujet de la semaine de la sécurité des patients, CHBT. Maintenant, revenons sur le forum des métiers qui s'est déroulé au lycée Charles Coueffin. C'était l'occasion pour les élèves du secondaire de voir l'éventail des métiers qu'ils peuvent avoir post-bac, une façon d'échanger avec des professionnels, de connaître les niveaux de compétences, la durée des études, le parcours, les disponibilités d'emploi. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Alors, ce forum des métiers a pour but de sensibiliser nos élèves sur les divers métiers qu'ils pourraient avoir après leur bac, donc les métiers post-bac, parce que beaucoup se retrouvent sans savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, le forum des métiers est là pour, alors essentiellement les élèves de terminale, mais bien sûr, on accepte les élèves de première et de seconde pour s'ils veulent se renseigner sur les métiers ou avoir des choses complémentaires sur ce métier. Le forum des métiers est là. Donc, on travaille avec notre proviseur et Madame Selbonne, qui est notre chargée de forum des métiers, du coup, pour pouvoir réaliser ce beau projet qui a été déjà fait et qui peut-être sera remené à être fait. La plupart des questions tournent autour déjà quels sont les autres métiers, parce qu'on dit qu'il y a d'autres métiers. Quels sont les autres métiers? Après, c'est en termes de disponibilité, quelle disponibilité qu'il faut pour exercer ces métiers, les niveaux de compétences d'entrée, la durée des parcours, en fait, tout ce qui s'attache à leur futur, hein, savoir est-ce qu'ils vont pouvoir s'engager, est-ce que ce sont des études longues, des études courtes, comment ça se passe pour pouvoir accéder aux différents métiers qu'on leur présente. Alors moi, ce que j'ai trouvé de beau, c'est vraiment l'échange entre les professionnels et les élèves. Parce que parfois, c'est vrai qu'on est vraiment cadré dans le domaine scolaire et qu'il y a des élèves qui n'ont pas forcément cet échange avec des professionnels, qui n'ont pas la chance d'avoir cet échange avec des professionnels. Nous allons faire un bilan dessus, puisque après quand même, nous aurons une deuxième phase où là, nous allons présenter nos post-bac, nos filières post-bac, donc c'est-à-dire type BTS, classe préparatoire aux grandes écoles. En Guadeloupe, on s'est rendu compte qu'il y a quand même un très bon niveau de base et que justement, on peut permettre à certains jeunes de rester en Guadeloupe. Il ne faut pas se dire que tout le monde doit rester en Guadeloupe parce qu'il y a des métiers, à partir d'un certain niveau, on n'a pas le choix, il faut s'exporter. Mais on a quand même une bonne partie des métiers qui peuvent intéresser les jeunes de Guadeloupe et qui sont accessibles sans trop de difficultés. Mais maintenant, il faut les connaître, il faut connaître les parcours, comment y accéder. Et on est là pour ça. Oui, j'ai trouvé mon bonheur. Après, c'est vrai que moi, ça fait un moment que je sais ce que je veux faire. Donc moi, c'est en médecine pédiatrique. Donc j'ai pu trouver mon bonheur, bien heureusement. Et j'espère que les élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, eux aussi ont pu trouver leur bonheur. Revenons sur la semaine du handicap, un dispositif permettant d'accompagner les personnes en situation de handicap, surtout par rapport à l'emploi, a été mis en avant. Une façon de soutenir l'emploi de ces personnes, de changer leur regard aussi sur le handicap et de lever les préjugés pour une promotion d'une société plus inclusive. C'est le but de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et justement, à l'occasion de cette semaine, le Pôle emploi de Morne-à-l'Eau réalisait différents ateliers pour permettre aux demandeurs d'emploi en situation de handicap de se positionner sur des plateformes, d'avoir des conseils et aussi de rentrer dans le cadre du Duo Day. Donc le Duo Day, c'est une journée avec une rencontre avec un professionnel de façon à connaître en fait le travail qu'il est en train de faire et partager des expériences. On va voir un reportage justement en lien avec cette semaine de Charlie Dagonia. Nous mettons en place plusieurs ateliers, plusieurs actions. C'est-à-dire en amont, on a mis en place des ateliers comme les ateliers immersion facilitée, l'atelier maîtriser mon espace personnel. On a eu l'atelier temps d'échange sur le numérique. Et aujourd'hui, nous avons ce temps d'échange aussi avec les partenaires de l'insertion
Voilà, ce sont des partenaires clés pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Nous, le dispositif de l'emploi accompagné, ça nous permet de pouvoir faire connaître premièrement le dispositif aux bénéficiaires et aussi aux autres acteurs pour coordonner le parcours. Et ça nous permet aussi de pouvoir accompagner plus directement nos bénéficiaires. Ça nous permet de trouver quelque chose, un emploi, une formation qui nous correspond. Accompagner une personne en situation de handicap est assez difficile, donc on ne cible pas de secteur, tout secteur, c'est-à-dire on leur donne la possibilité de connaître les partenaires qui les accompagnent et également leur donner la possibilité, comme nous avons demain, le Duo Day. Donc notre agence a pu mobiliser, sensibiliser plus de 25 duos, c'est-à-dire les duos, ce sont des personnes, le temps d'une matinée, iront en entreprise voir le quotidien d'un professionnel. L'accompagnement du Pôle emploi est très important pour les personnes en situation de handicap. Donc je pense que c'est formidable d'avoir des accompagnements tout au long de l'année et principalement à cette période. Le suivi des dossiers, premièrement, nous recueillons les demandes de la part de notre service du Pôle emploi en priorité. Et nous recherchons que les bénéficiaires soient d'emblée, qu'ils aient la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et par la suite, nous prenons le relais en tant que dispositif accompagnant pour pouvoir parfaire le parcours vers l'emploi des personnes en situation de handicap. Tous les accompagnements sont bons, tant au niveau du Pôle emploi et des prestataires qui sont venus aujourd'hui nous accompagner, nous donner des informations complémentaires pour poursuivre dans tout ce qui concerne la recherche d'emploi. Voilà, donc cette semaine qui se poursuit du handicap, qui permettra sûrement d'utiliser le numérique comme levier d'inclusion. On va voir maintenant le salon de l'habitat qui aura lieu toute la semaine aussi au WTC, avec des nocturnes prévues vendredi et samedi. C'est l'occasion d'aller simplement par curiosité ou de simplement voir des idées déco, peut-être pour les fins d'année ou aménager son intérieur. Ce salon de l'habitat est orienté cette année vers les économies d'énergie et la présentation de solutions éco-responsables. On va voir un reportage de Solène Fèvre. Je suis venu au salon de l'habitat pour des raisons personnelles et à la fois professionnelles. Alors professionnelles puisque je suis un spécialiste dans tout ce qui est secteur de l'habitation, et personnel pour voir par curiosité tout ce qui se fait, les dernières tendances dans l'habitation, que ce soit en Guadeloupe, aux Antilles et les différents acteurs du secteur. Nous avons pour but ici au Salon de l'Habitat de sensibiliser la population, de les informer, de les conseiller et de les éduquer par rapport à la maîtrise de l'énergie. Comment consommer aujourd'hui de l'énergie qui peut être gratuite pour son foyer à la maison. Donc le but aujourd'hui pour nous d'être sur le Salon de l'Habitat, c'est de conscientiser les gens, de leur dire venez, il existe aujourd'hui des solutions qui vont vous permettre de réaliser des économies. On avait développé notre entreprise il y a 3 ans sur le nettoyage extérieur et finalement on s'est diversifié sur la peinture anti-chaleur. Donc c'est une peinture qu'on a développée l'année dernière parce que par rapport à tous les professionnels au départ qui mettent des peintures blanches sur leur toiture pour rafraîchir la température du bâtiment, nous on l'a développé pour le particulier. Donc en fait, la mise en peinture sur des tôles pour rafraîchir l'intérieur de l'habitat parce que la peinture elle a un côté réfléchissant au soleil. Si on fait le test, on met la main sur la tôle qui n'est pas peinte, elle sera à 80 degrés donc on ne peut pas la toucher. Avec notre peinture, elle sera à 35. Donc on perd quasiment 40 voire 45 degrés sur la tôle. En dessous de la tôle, c'est différent, on va perdre 6 à 7 degrés à l'intérieur de l'habitation. Donc en termes d'utilisation de clim, on en utilisera moins, donc on fera automatiquement des économies d'énergie. Ce genre de salon est très important pour l'habitant, c'est surtout pour ceux qui ont un projet d'habitation, pour ceux qui souhaitent construire leur maison, bien qui ont déjà un habitat et qui souhaitent le renforcer avec de nouveaux objets, savoir à quel professionnel s'adresser et savoir globalement quelles sont les tendances afin de pouvoir renforcer son bien et afin qu'il soit optimal et qu'il réponde aux attentes du consommateur. C'est vrai que c'est des salons où on arrive à reconnaître des artisans sérieux qui sont installés en Guadeloupe et qui nous permettraient de connaître des bonnes entreprises pour faire des travaux dans sa maison. Je pense que c'est hyper important de faire des salons de l'habitat et il est très bien organisé en Guadeloupe.
Voilà pour les titres de l'actualité. Maintenant, on va passer à nos premiers invités du deuxième plateau, donc Pierre Chadru. Donc, bienvenue sur le plateau du ZCL. Vous êtes une figure majeure de l'art plastique en Guadeloupe, plasticien, chercheur, écrivain aussi. Et donc là, vous venez nous présenter une exposition qui aura lieu ce week-end. Donc, qui a déjà commencé le 10 et qui se termine en fait samedi. D'accord. Donc à la médiathèque Ernest Pépin, donc on va revenir sur ça, ainsi que sur la présentation de votre livre, donc qui est sorti. Oui, il y a 2-3 mois. Voilà. On va avoir aussi un atelier pratique qui sera mis en place dans le cadre de cette exposition ce samedi. Oui, tout à fait. Alors donc l'exposition, c'est l'exposition de mes stagiaires adultes. D'accord. C'est une sélection de travaux sur les 4 dernières années de l'espace Chadru, et donc j'expose avec mes stagiaires. C'est assez inédit, mais bon voilà, je me suis dit c'est pas que les élèves, non, j'avais envie aussi qu'ils sentent que voilà, ils sont accompagnés du professeur, quoi, de l'expérience et tout ça, et que et puis aussi le fait de défendre aussi ce qu'ils font. C'est moi qui suis commissaire d'exposition, du coup, qui ai sélectionné les travaux. J'étais non, il n'y a pas de fil conducteur. Non, pas dans mon travail, dans mon approche à moi, dans la démarche à moi, mais dans leur travail, ce sont des projets individuels, et à chaque fin de projet, chaque stagiaire ramène un nouveau projet, et moi je l'accompagne jusqu'à ce qu'il aboutisse. Donc c'est le stagiaire qui vient avec son idée, c'est ça? C'est-à-dire que l'atelier a 2 aspects. Il y a l'aspect technique, où là, tout le monde fait la même chose, hein, c'est comme des exercices aux Beaux-Arts, quoi, en fait. Et puis il y a l'autre approche, qui est l'approche créative, et là, en fait, c'est moi qui me décuple, en fait, parce que je suis obligé, moi, de comprendre la sensibilité, les choix, les décisions, les besoins, ce que la personne a vraiment envie de faire, et c'est à moi de trouver toutes les solutions techniques et plastiques et esthétiques pour que la personne arrive à être satisfaite de ce qu'elle avait envie de faire, que je ne connaissais pas. Donc je me décuple un petit peu dans cet atelier, parce que s'il y a 10 stagiaires, il y a 10 Chadru, en fait. C'est ça. Des Claudes. Des Claudes, voilà. De passer l'un à l'autre. Mais c'est un exercice vraiment intéressant. Hein. C'est un exercice aussi de sagesse, d'humilité quelque part. Et en même temps, c'est un défi. Donc, est-ce que les gens qui viennent aux ateliers, c'est des gens qui savent dessiner, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ou bien moi je ne sais pas dessiner, je peux venir et faire un tableau extraordinaire? Exactement. Il y a les 2 cas de figure. Il y a des personnes qui avaient déjà fréquenté d'autres ateliers ou qui avaient travaillé en autodidacte chez eux et qui sentaient qu'à un moment donné, il y a un truc à dépasser, qu'ils n'arrivent pas à dépasser, donc ils viennent à l'atelier et ça se débloque. Il y a des personnes qui n'avaient jamais touché un crayon ou un pinceau et qui font des choses extraordinaires aujourd'hui. Comment on arrive justement à switcher de je sais pas faire à je fais quelque chose d'extraordinaire? La créativité, là, ça vient d'où? Là, ça n'a rien à voir avec le côté ni technique ni sensibilité, c'est la peur. Les gens souvent ils se disent moi je sais rien faire, donc moi non, un atelier à plastique c'est pas pour moi, de toute façon je vais me ridiculiser, je vais faire des trucs moches et tout ça là. Donc les gens ont peur de se lancer, de se laisser ouvrir aussi à ce qu'ils sont, quoi. Donc quand les gens ont dépassé ça parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui ne savaient rien faire et qui font ça, ah ben moi aussi je peux, alors bon mais ok, allez, je me lance. Et puis après, au fur et à mesure, moi je suis très pédagogue, hein, je donne une base, je mets les gens vraiment à l'aise au départ, et puis au fur et à mesure, puis je vais à leur niveau. C'est des gens qui veulent apprendre, mais c'est quand même du loisir, il faut pas oublier. Donc c'est quand même du loisir, donc les gens veulent apprendre des choses, donc il faut y aller doucement avec leur rythme. Il faut aller avec leur sensibilité, et au fur et à mesure, je monte un petit peu le niveau technique pour qu'ils acquièrent quand même une certaine base. Et puis on réfléchit beaucoup, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de culture artistique, d'histoire de l'art. Et donc on a des discussions, parce qu'en fait l'atelier c'est un week-end par mois. D'accord. Et en fait on déjeune ensemble, le midi personne ne part, donc ils sont vraiment en immersion pendant 2 jours, quoi, samedi, dimanche, et sauf qu'ils ne dorment pas encore, hein, j'ai pas mis en place, mais bon voilà. Et donc en fait les gens ils sont là, et puis on discute aussi pendant l'heure du déjeuner, on discute de sujets sur l'art, sur la société, sur la culture, sur l'histoire, sur la politique aussi, voilà, on discute un peu des choses qui pour moi relèvent de l'esthétique, c'est-à-dire la réflexion qu'on porte, la réflexion nécessaire à mon avis sur ce qu'on fait. C'est pas parce que c'est des gens qui viennent
à loisir, qu'il n'y a pas un sens à ce qu'ils font, qu'il n'y a pas une logique à extirper des choses de son vécu, par exemple, et mettre dans ce qu'on fait, dans son travail. Et tout ça est bien ordonnancé, bien calibré. Et puis, c'est un peu méditatif aussi, il faut dire. Hein. Ce sont des gens qui viennent pour s'épanouir, pour se faire du bien aussi. Donc, en fait, ils viennent sur un week-end. Est-ce qu'en un week-end, je peux faire un tableau? C'est possible? Largement, oui, très bien. Ou alors, faut... Pas quelque chose de technique, parce qu'il y en a qui font sur 3-4 week-ends, ils font une seule production. Hein. Mais ça dépend. Oui, on peut avoir une base, une petite initiation déjà au bout d'un week-end. Oui, même si on n'a jamais touché un crayon. D'accord. Mais je dis même pas un week-end, là, il y a un groupe qui est venu, parce que je prends aussi des groupes comme ça, des gens qui veulent... Il y a un jeune qui voulait fêter son anniversaire, et bien, il y a une de ses copines qui m'appelle, et me dit, voilà, on veut faire une surprise à un tel, on vient une dizaine, on veut lui offrir un atelier à plastique. Donc pendant une journée, ils ont peint et ils ont réalisé quelque chose. Moi, mon challenge, c'est je sais qu'ils ont une journée, donc je ne vais pas leur dire ça va prendre 3 jours. Bien sûr. Donc je m'organise pour donner quelque chose qui va tenir sur 4 heures, 6 heures, et au bout du compte, ils vont réaliser quelque chose. C'est ce que je fais aussi avec des jeunes en insertion, c'est ce que je fais avec des jeunes en formation, c'est ce que je fais avec des jeunes... là, j'ai eu il n'y a pas longtemps la PJJ, donc il y a un groupe, là, ce sont les encadrants, qui voulaient toucher un peu à l'activité, puis ça a duré une journée, c'était extraordinaire. Donc en fait c'est une façon un peu de sortir de soi, de ses problèmes, de sa problématique et d'aller vers quelque chose de plus grand. Donc on est dans un cadre un peu comment dire, pas existentialiste, mais... oui, c'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui se réconcilient avec eux-mêmes. Hein. Voilà. Il y a des gens qui alors, il y a un petit versant pour certains stages. Et bien là, c'est une expérience que je fais, parce qu'en fait, je suis en train d'élaborer un atelier qui va s'appeler un atelier énergétique. Et là, c'est par rapport à la méditation consciente et créative, donc l'ouvrage en question. Et donc, je suis en train d'expérimenter, en fait, une façon vraiment d'utiliser les arts plastiques comme médium de développement personnel. C'est pas de l'art-thérapie, le médium n'est pas nécessaire pour pratiquer la MC2, mais ça peut être un des vecteurs. Donc, je l'utilise aussi. Donc, on va parler justement de ce livre, donc Je égale MC2, donc maîtriser le principe créature de votre esprit. Alors ça, c'était le sous-titre du premier. Il a trouvé le premier, en fait. J'ai l'impression. J'ai pas vu l'image, mais en fait, c'est le second. Donc on parle un peu de quelque chose de métaphysique. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de plus grand que soi, en tout cas. Donc, est-ce qu'on peut un peu aborder cet aspect méditatif, en tout cas de l'art? Oui. Alors bon, pour aller vite, ça c'est une synthèse de mon parcours, à la fois mon expérience de vie, avec tout un ensemble de choses aussi extraordinaires et banales que tout le monde, mais qui pour moi ont eu un sens pour pouvoir faire une synthèse et proposer quelque chose. Un autre axe, c'est ma casquette de thérapeute, parce que j'ai travaillé au CHU pendant 20 ans, en tant que thérapeute, la pédopsie MC adulte. Donc j'ai beaucoup étudié les techniques thérapeutiques, j'ai beaucoup étudié les théories, les Jung, Freud, Lacan, etc., tout le monde, tout ça. Et donc ça aussi, ça a été une partie importante. Il y a aussi ma qualité de méditant. J'ai toujours médité et je me suis pas contenté de méditer, je me suis mis à étudier, à analyser les différentes pratiques méditatives et bien sûr leurs limites, parce que j'y voyais des limites. Et puis il y a l'autre aspect, c'est la création artistique. Donc j'ai analysé, en même temps que je crée moi aussi, j'ai analysé à travers mon travail à moi et toute l'histoire de l'art, des artistes qui m'intéressaient, le processus de création en art. Et ces 4 éléments-là, il y a un dernier élément important, c'est le 4e effectivement, c'est un travail de recherche en psychosociologie que j'ai mené depuis, ça fait 35 ans maintenant, que j'ai publié donc en 2012 pour la première fois, et là 10 ans après, avec cette fois, en plus dans ce nouvel ouvrage, il y a l'expérience des 10 années de pratique, en fait de suivi, moi en tant que coach MC2 avec mes différentes personnes, et donc ce que ça a donné, donc l'efficacité de la méthode. Et aujourd'hui, je sais que j'aime bien dire que l'ouvrage de 2012 est un ouvrage théorique, celui de 2023 est un ouvrage pratique. D'accord, donc voilà. C'est la fusion un peu de tout ce que votre parcours de vie, à la fois professionnel, artistique et personnel en fait. Voilà, et ce que j'avais envie de donner, mais pas seulement aux aficionados de l'art, quoi. Là c'est vraiment à tout le monde, au grand public, et là c'est une méthode de développement personnel, c'est-à-dire une façon vraiment d'apprendre à s'épanouir, à se réaliser, à travers tout un ensemble de techniques en fait, et une méthode globale qui est la méditation consciente et créative. D'accord. Donc l'exposition c'est jusqu'à ce week-end et oui. La présentation du livre ainsi que l'atelier c'est samedi. Donc voilà, donc samedi
samedi matin de 9h à 12h. Donc il y a une présentation de l'ouvrage, une conférence un peu sur l'ouvrage, et ensuite un petit atelier pratique, ce que j'ai finalement pris l'habitude de mettre en place depuis quelques temps, enfin depuis le mois de mai, depuis que le livre, enfin le mois de juin, puisque le livre est sorti début mai, et depuis le mois de juin j'ai mis en place. Et l'exposition se termine aussi, donc samedi après-midi, on fait un finissage à partir de 14h30. Et tout ça, c'est à la médiathèque de Lamentin. D'accord. Donc on invite les gens à y aller directement. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour la conférence? Alors il faut s'inscrire effectivement à l'atelier. Enfin, la conférence elle est libre, mais en plus il faut s'inscrire à l'atelier parce que les places ne sont pas. On peut donner peut-être un numéro de téléphone. Alors voilà, mon numéro de téléphone qui fait WhatsApp aussi, c'est 06 90 56 89 90. Okay. Donc n'hésitez pas à appeler parce que je pense qu'à un moment donné, je pourrais refuser du monde. D'accord. Appelez rapidement. Très bien. Alors merci beaucoup d'être venu. On va revenir ensemble tout à l'heure après notre coupure publicitaire et on va justement parler avec Madame Belloiseau du Village Vert, donc qui aura lieu aux Abîmes. À tout de suite. Il est 13h32 et donc on va entamer notre troisième partie de ZCL. On va recevoir donc Nathalie Belloiseau qui est présidente de l'association Vert Être. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue. Donc vous allez nous parler du Village Vert qui est organisé dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc expliquez-nous comment cet événement en fait va contribuer, en fait sensibiliser la population à l'importance de réduire ces déchets. Oui, très bonne question. Effectivement, nous sommes là depuis très longtemps à parler effectivement d'environnement. Et cette semaine, elle est particulière parce qu'en fait, là maintenant, les échéances pour sauver la planète, c'est courte. Donc nous avons décidé en fait de changer notre façon de communiquer sur l'environnement. D'habitude, on est très conférence, très confiné dans notre univers entre écolos, mais cette opération nous permet de nous ouvrir à la population pour faire comprendre l'urgence. En fait, entre l'empreinte écologique, la réduction des déchets, le seul moyen plus ou moins de sauver la planète, c'est d'avoir des nouveaux concepts, des nouveaux procédés de fabrication, une nouvelle vision des déchets, une nouvelle vision aussi de traitement des déchets pour effectivement garantir, entre guillemets, des marchandises à vendre en fait. J'ai été trop vite dans mon raccourci, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que la semaine de la réduction des déchets, c'est montrer comment justement on peut prendre un déchet et le valoriser, ou bien comment on peut réduire aussi, on va dire, la quantité et aussi réduire en fait le nombre d'intermédiaires pour que le produit au final soit moins complexe et moins néfaste pour la planète. D'accord, ça veut dire qu'il faudrait que ça soit moins transformé pour qu'il y ait moins de déchets. Oui, voilà, vous avez tout compris, tout est lié en fait. D'accord. L'environnement, ce n'est pas que dire voilà, aujourd'hui c'est l'environnement, il faut sauver les matières premières, les plantes. Ce n'est pas seulement dire oui, mais il y a trop de déchets par terre. C'est en fait comprendre que tout est lié et notre avenir en tant qu'humain, c'est d'arriver justement à s'adapter à ce nouveau modèle économique où on respecte la nature, où on recycle au maximum, parce que recycler, c'est aussi justement, on va manquer bientôt de matières premières. Donc si on ne recycle pas, il va falloir qu'on continue à détruire pour avoir les matières premières. Par contre, si on apprend à recycler, on aura des matières premières qui sont déjà là, donc plus besoin de détruire la nature, et il faudra juste apprendre à peut-être reconcevoir des nouveaux produits. J'ai envie de dire tendance, puisqu'en fait, on a des créateurs, vraiment, on est bien placé pour avoir des créateurs, je n'en doute pas. Par contre, ce qu'on doit comprendre, c'est le process. Si on réutilise et qu'on innove, effectivement, on réduit l'empreinte, on a des nouveaux produits, parce que la population, c'est le monde de l'environnement doit faire un seul, c'est-à-dire le monde économique, la population et bien sûr les grandes firmes. Mais la population, elle a envie de vivre toujours, elle a envie et elle aura toujours, j'espère, un pouvoir d'achat. Donc à nous, commerçants, de lui proposer quelque chose qui va aller dans ce sens, protéger la planète et en même temps satisfaire ses besoins. Est-ce qu'il y a quand même une évolution des mentalités? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un travail de fond qui se fait au niveau des scolaires, notamment. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une progression, il y a quand même des bennes de tri, on promotionne vraiment... il y a une vraie volonté en tout cas de transformer la mentalité des gens. Est-ce que c'est suffisant ou bien il faudrait faire plus
Alors, mais moi je fais partie de ceux qui ne sont pas alarmistes. Je commence déjà par dire ça, et on est là depuis 2008. Effectivement, je trouve qu'on évolue bien. On prend conscience des déchets. Il y a, j'en ai pour preuve qu'il n'y a pas longtemps, à la semaine de l'environnement, j'ai trouvé des cartes de visite en papier recyclé fait main. Moi, je suis émerveillée parce qu'il y a 10 ans, si on l'avait fait, on nous aurait dit il manque d'argent. Or que maintenant, c'est devenu de l'art, c'est devenu... C'est de plus en plus allemand, les oui, QR codes voilà, aussi, on voilà. imprime beaucoup Donc, moins. Donc, voilà, c'est l'ère du exactement. numérique qui fait Exactement. ça aussi. Donc il faut... aussi a un impact sur l'écologie. Oui, oui. Là, c'est un autre gros dossier. Oui. Mais tout est lié, effectivement. Et si on reste à la place du consommateur, l'idée vraiment, c'est qu'ils comprennent que tout n'est pas fini, en fait. Il y a une autre manière de voir le monde, il y a une autre manière d'anticiper ses besoins, il y a une autre manière aussi de consommer. Et puis, donc, nous, justement, à travers ce village, on invite des producteurs, on a vraiment sélectionné des personnes qui fabriquent des choses naturellement, avec un process très, très, très court, et donc bio, à 100%, de manière à proposer à la population des nouveaux produits. Donc je suis presque à la limite en train de dire, nous invitons donc les revendeurs, les grossistes, à venir voir au village ce qui se passe, pour pouvoir, eux, justement, insérer ces produits en référencement, parce qu'en fait, il est là la problématique. Il va falloir qu'on arrive à avoir nos produits locaux référencés de manière à éviter justement qu'on aille chercher une crème bio qui sort de loin, or qu'on en fait ici. Puisqu'il ne faut pas oublier le transport. Oui, surtout, on en a parlé justement avec notre premier invité qui utilise des produits locaux, donc c'est vraiment d'utiliser ce qui se fait ici d'abord en priorité. Donc, l'association organise donc ce samedi 25, donc le village vert. Quel type d'activité on pourra trouver? Alors nous avons donc à côté du village, donc à côté des exposants, il y aura un workshop de recyclage de carton. Donc on pourra voir en live comment ça se passe, partir d'une boîte en carton et arriver à un objet d'art. Il y aura également des mini-conférences. Il y aura une conférence sur le développement circulaire, justement, comment on envisage et comment on aborde, comment on s'approprie ce développement, endogène. Il y aura aussi une mini-conférence sur le nettoyage. En fait, comme on est dans le recyclage, comment justement déjà se nettoyer, enlever ses toxines, donc se nettoyer intérieurement, et comment récupérer aussi des bonnes choses. Il y aura des workshops, il y aura aussi un land art avec l'association J'ose la nature avec des matériaux recyclés. Il y aura une chasse au décès pour les enfants. Il y aura aussi, on a commandé aussi du painting pour les enfants, donc ils pourront avoir un atelier d'art plastique et en même temps repartir avec leur création. Il y aura de la valorisation comme le tressage coco et la calebasse. Donc l'idée c'est qu'on arrive vers 11h et si effectivement on a bien réussi, les personnes ne vont pas se rendre compte, ils vont passer la journée au village et ils repartiront à 18h à la fin du village. Donc ça se passe où exactement? Alors ça se passe à l'esplanade Zorobabel, aux Abîmes, qui se trouve juste en face du stade. Et nous avons donc ce bel espace avec des chapiteaux et on attend effectivement la population abibienne et guadeloupéenne à venir nous rejoindre. Je profite pour annoncer quand même que nous, normalement, on avait prévu aussi un concert, enfin, mais on n'a pas réussi à avoir les visas. Donc, on demande à la population guadeloupéenne de nous excuser parce qu'on était persuadés qu'on était dans l'espace Schengen et on n'est pas dans l'espace Schengen. Donc, tout ça aussi, il faut qu'on intègre un petit peu... qu'on intègre mieux comment on va dire que notre Caraïbe fonctionne parce que c'est vrai qu'on était un peu perdu. Donc du coup le concert avec Kabaka Pyramide qui est un écologiste et qui est jamaïcain a été reporté au 10 février 2024 et le village donc samedi est maintenu puisque quand même c'était important. Kabaka c'est génial mais le village c'est aussi génial que Kabaka puisque ce sera l'occasion sûrement de refaire quelque chose autour de ça. En février oui. Comptez sur nous, ça c'est reculer pour mieux sauter. Exact, on n'ose pas le dire. C'est ça. Donc à partir de 11h, c'est une manifestation qui est gratuite. Oui, gratuite, ouverte à tous. Donc vous pouvez venir en famille. Il y aura effectivement de la restauration sur place puisque il y aura des gens qui transforment et qui seront là. Vous pouvez venir aussi seul. Vous pouvez venir en groupe.
L'idée, c'est vraiment de venir découvrir, en fait. Vous pouvez venir aussi acheter. Faut pas que j'oublie, parce que c'est quand même un côté... Quand même des artisans. Oui, voilà, des artisans, donc il y aura des choses inédites, c'est vrai. J'ai vu qu'il y avait la chasse aux déchets, donc c'est pas la chasse au trésor. Non, c'est la chasse aux déchets, c'est-à-dire que c'est très bien. C'est une manière de sensibiliser les enfants par rapport à déjà découvrir qu'est-ce qu'un déchet, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des déchets dangereux, moins dangereux. En même temps, avoir cette idée de, je vois quelque chose, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un déchet? Donc si c'est un déchet, puisque voilà, donc il faut pas qu'il reste là. Et si c'est, donc l'idée c'est par rapport aux enfants, c'est déjà de les éveiller. C'est un jeu complètement ludique, donc il y a des cadeaux à la clé. Et vraiment, donc pendant que les parents seront occupés à découvrir un peu de thérapie naturelle, découvrir des produits, les enfants pourront participer également à des ateliers. Ok, en tout cas, merci de l'initiative. Merci beaucoup Il y a un gros travail à faire derrière toutes les mentalités, je pense, c'est surtout ça. Donc samedi, à partir de 11h, Esplanade de Zorobabel aux Abîmes, vous êtes invités à y aller pour découvrir toutes ces pratiques. On va enchaîner avec un reportage de Maurice Cessé qui a été sur Paris en lien avec le congrès des maires qui s'est déroulé. On va faire un reportage ensemble de cette conférence. Éric Antoine, le maire de la commune de Vieux-Fort, présent pour ce 106e congrès des maires ici à Paris. Nous nous trouvons, je vous le disais, à Issy-les-Moulineaux, au palais congrès, comme l'an dernier, pour cette édition. Alors, ce matin, M. André, on a parlé de foncier. On connaît les problèmes sur ce plan-là de Vieux-Fort. Donc, ce fut un thème très important pour vous. Oui, très important. Et c'est l'occasion aussi pour moi de dire que toute ma satisfaction de participer à ces congrès, qui sont des occasions pour les élus de proximité que nous sommes, de se mettre au courant de tout ce qui peut nous intéresser dans la définition des actions publiques que nous allons pouvoir mener sur nos territoires. Et donc c'est une satisfaction pour moi d'échanger des expériences, des situations, des projets, et aussi certainement quelquefois revoir nos orientations, les actualiser compte tenu des nouvelles connaissances que nous avons de l'action publique à mener dans nos territoires. Donc je dois dire que la commune de Vieux-Fort a été particulièrement touchée c'est l'an dernier par des intempéries. Quelle solution, pour l'avenir, parce que ça peut se reproduire, que comptez-vous faire? Il est important déjà de définir ce que nous avons à faire ensemble. Nous n'avons pas des vérités comme ça uniquement parce que nous sommes des élus. Il nous faut aussi prendre la tâche de responsables. On sait qu'il y a une grosse difficulté à affronter ce défi climatique, ce dérèglement climatique, et les solutions vont forcément devoir être trouvées pour éviter les catastrophes après que nous constatons et qui nous obligent ensuite après à prendre des parades et des parades qui ne sont pas forcément durables. Donc c'est important pour nous de bien savoir ce que nous avons nous comme difficulté à mettre en place face à ce dérèglement climatique, la réduction de l'espace des lignes de côte, les pluies centennales, comme on les appelle, voir le schéma d'aménagement. Tout à fait, et surtout voir en amont ce qui peut être fait, puisque le problème de l'eau, particulièrement dans nos communes, les communes du Sud-Basse-Terre, sont liées un peu à un abandon de la nécessité de faire le curage des ravines, ce qui occasionne ce que nous avons vécu lors de ces trois événements, Fiona, Philippe et puis Tammy, les désordres et les dégradations que nous avons connues. Alors évidemment, vous êtes là pour ce congrès et ça va se poursuivre aussi la porte de Versailles. Je suppose que vous participerez jusqu'au bout à ce 5e congrès. Oui, parce que j'estime que c'est un congrès qui est nécessaire. Ce congrès qui est nécessaire, ça permet d'échanger sur nos problématiques. Voilà, on va maintenant recevoir nos invités, donc Guadeloupe Electric Groove, donc ils vont nous parler de ce festival avec Jean-Marc Ferdinand, donc chanteur qu'on ne présente plus. Bien, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs de la 10. Et Léopard Da Vinci, donc producteur électro-funk. Tout à fait. Ok, donc vous allez nous parler de ce festival donc qui est à la croisée entre
les musiques traditionnelles et la fusion, la musique fusion. D'où vient ce concept? Alors, premièrement, je voudrais faire un petit rectificatif. Nous ne sommes point organisateurs de ce festival, donc on ne va pas parler du festival, on va parler plutôt de ce que nous faisons ensemble. Parce que vous en savez du festival. Qu'est-ce qui se passe puisque il se trouve que du coup avec Jean-Marc on a un projet musical qui s'appelle Les Frères Timal et qui en fait épouse la même ligne directrice que le festival Guadeloupe Electro Groove, donc c'est pour ça qu'ils nous ont invités à venir nous produire, puisqu'on est en train de faire un peu le même travail artistique que la ligne directrice de ce festival, qui est donc d'allier les musiques traditionnelles guadeloupéennes avec une vision et des techniques plus modernes autour de la musique électronique. D'accord. Donc la fusion entre l'électronique et les musiques traditionnelles. Alors, comment ça se passe? Principalement le gros cas. Gros cas. Comment ça se passe? Vraiment, dans les faits, je veux dire, comment on arrive à mixer ces deux univers, en fait, qui sont vraiment quand même différents? Ouais, après, ce qu'on fait, du coup, je parle du coup de notre projet, de notre manière de faire, mais qui, je pensais un peu la même chose sur les autres projets qui seront mis en avant par le festival. L'idée, c'est vraiment de prendre des éléments musicaux, rythmiques, mélodiques, etc., qui appartiennent à la tradition guadeloupéenne, et ensuite de les traiter avec des techniques plus modernes, donc des machines, c'est de la musique beaucoup produite sur ordinateur et tout, donc on va prendre des instruments traditionnels, le tambourka de Jean-Marc, etc., utiliser certaines rythmiques vraiment particulières et ensuite les traiter d'une manière plus moderne et plus actuelle, quoi. D'accord. Est-ce que c'est facile ou difficile? Qu'est-ce qui est challengeant? Ça dépend. Je pense que c'est un état d'esprit avant tout. Vous savez, nous, on a pour habitude de s'enfermer quelque part à deux et de travailler, quoi. C'est-à-dire qu'on cherche la bonne combinaison, on cherche la manière de plaire surtout, puisque c'est vrai que la musique, n'oublie pas que la musique, c'est l'art de combiner un son d'une manière agréable à l'oreille. Donc on essaie de rester dans cette lignée-là, faire en sorte de séduire, parce que c'est un travail de séduction. On va considérer que c'est une toute nouvelle musique qui est en train d'être exploitée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes dans tous les sens, mais maintenant il faut qu'on aille vers le concret, et c'est la raison pour laquelle lui et moi on travaille énormément. Donc vous avez l'habitude de travailler ensemble depuis quand? On a commencé à travailler ensemble depuis 2021. D'accord. Et c'est vrai qu'on s'est rendu vite compte que on a des atomes qui vont bien ensemble. C'est-à-dire qu'il a une manière de voir les choses, puisque c'est un DJ, c'est un électronicien, il est bon dans ce qu'il fait. C'est aussi un musicien, puisqu'il a aussi fait le conservatoire, entre autres. Et donc, moi, fort de mon expérience de la musique traditionnelle de chez moi, on s'est vite rendu compte qu'à deux, on arrive à produire beaucoup de belles choses à nos oreilles, puisque nous, on aime ce qu'on fait. Maintenant, on va être confronté à un public pour savoir si véritablement le public guadeloupéen va adhérer à ce genre musical-là. D'accord. Ça va être le challenge de savoir... Mais on aime ça. On aime ça. C'est ça. En tant qu'artiste, je pense que c'est aussi... Mais il faut savoir que quand même, les publics, on connaît maintenant, puisque lui, fort de son expérience en solo, Léopold Da Vinci, c'est une star là-bas. Chez lui, c'est une star. Et donc, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'on le voit là, on va croire que c'est un petit peu de facile, mais quand il est chez lui, c'est un boss. Tout le monde le connaît parce qu'il fait de la musique un petit peu partout. C'est un musicien, un vrai musicien. Moi, de mon côté, je fais mon travail aussi. Donc, ça veut dire que deux grandes pointures se sont rencontrées et ça ne peut que donner quelque chose de bon. Obligé. Donc il y a une recherche de nouveaux sons, de nouvelles mélodies, d'harmonie. Et puis, vous savez, dans une aventure, une expérience comme celle-là, il faut faire confiance à l'autre aussi. C'est-à-dire que j'ai une grande confiance en lui parce que j'ai remarqué qu'il maîtrise véritablement son art. Donc, quand je pose une musique, je sais qu'il va m'emmener dans un univers, et maintenant on cherche le bon univers pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit tous les deux OK sur cet univers-là. À ma manière, moi je sais qu'il me laissera pas faire n'importe quoi avec sa tradition, donc on fait ça avec. On trouve le juste milieu. Le juste milieu, donc il y a des compromis qui sont faits entre les deux. C'est ça qui fait évoluer la musique depuis toujours. C'est des univers différents qui se rencontrent. On essaye de trouver les choses qu'on aime dans l'un, dans l'autre, et puis de proposer quelque chose de personnel et de nouveau. Donc là, ce sera votre première... En Guadeloupe. En Guadeloupe. Des appréhensions? C'est important de préciser en Guadeloupe parce qu'au départ, qu'on a travaillé ensemble, on s'est dit, il faut regarder ce que ça donne face à un public.
Et tout de suite, nous sommes partis dans les Gangsters avec ce monsieur-là. C'était où? Oh là là. Ah, notre tout premier concert, un festival de rock and roll en Normandie. Rock and roll, d'accord. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est du rock and roll, c'est du rock psychédélique, et en plus on pensait à qu'il est vers 3h du matin, je crois. Donc, et les retours du coup? Excellent. Excellent. C'était magnifique. Et on s'est rendu compte que c'était le début d'une grande aventure, puisque partout où on a joué après, putain, c'était excellent. Après, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que les gens adhèrent, les gens sentent que c'est une musique qui a de la vie, parce que c'est important quand tu as le tambour, tu as les sons électroniques de Cyprien, ça donne quelque chose de fabuleux, avec les claviers en plus. Non, moi je pense que ça demande à être écouté. D'accord. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà donner rendez-vous au public le 25, samedi 25, au festival Electro Groove là. Ça va se passer où? Ça va se passer à Zévalos. Donc le premier jour, je crois que c'est au domaine de Néron, au Moule. Mais le lendemain, c'est à Zévalos. Donc samedi 25 à Zévalos. À partir de quelle heure? Ben, je pense que ça commence vers 20h, mais nous, on est programmé à 23h. 23h. D'accord. Mais de toutes les manières, à 23h, il faut que tout le monde... Si, il faut venir parce que c'est pour donner à tout le monde le temps d'arriver à 23h. Et venez découvrir, puisqu'on considère que ce serait une découverte pour les Guadeloupéens. Venez découvrir, puisque c'est vrai qu'il connaît Jean-Marc Ferdinand sur plusieurs tableaux, mais pas sur celui-là. Celui-là, ce serait inédit. Inédit. Le nom, les frères Timal... Est-ce que ça sonne? Oui, ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est venu comme ça, spontanément. Mais absolument. Ouais, après, on a nos deux univers bien différents et distincts, nos carrières. Et puis, on s'est dit que pour ce projet-là, il fallait trouver un nom qui nous réunisse tous les deux et qui parle de ce projet-là. Nous, on va continuer nos chemins aussi personnels de nos deux côtés. Donc voilà, on a cherché un nom qui nous fasse plaisir, qui nous ressemble un peu. Et qui disait voilà. Ouais, ça sonne bien. Du coup, après ce festival, c'est quoi l'idée? Alors, on sort un album début d'année, au printemps prochain. D'accord. Et voilà, et à partir de ça, on verra. Donc, avec des dates déjà prévues à Paris et en métropole, et puis on verra comment ça se passe. Vient de boire. Les cheveux sont lâchés, tout ça. C'est le cas de le dire. Ok, donc une dynamique vraiment créative, on a vraiment cette idée d'innovation. On est surtout dans la création, c'est très important pour la création. C'est vrai qu'il y a des titres qu'on a fait c'était des titres existants, mais c'est pour montrer que justement à partir de titres existants, ce qu'on est capable de faire à partir de ces titres-là. Ça, c'est une première partie. Et il y a des morceaux que nous avons écrits de A à Z. Des morceaux que nous avons écrits de A à Z, des morceaux qui nous appartiennent à Cyprien et moi, où nous avons mis de l'âme véritable dans ces morceaux-là, puisqu'il faut qu'on ressente. Il faut savoir que c'est une musique qu'il faut que tout le monde se sente concerné. C'est-à-dire qu'un Guadeloupéen qui écoute cette musique-là, il se retrouve dans cette musique-là. Un métropolitain qui écoute cette musique-là, il faut qu'il soit attiré. Ah bon. Je connaissais. Voilà. Tu comprends? Donc on fait ce travail-là, et c'est vrai que nous on s'impose beaucoup de rigueur. Lui et moi, on s'impose beaucoup de... Tout en travaillant d'un esprit cool, on s'impose énormément de rigueur parce qu'on a envie de plaire au public, on a envie que ça plaise au public. Que les gens se sentent concernés et représentés. Les premiers concerts qu'on a fait, moi je suis de Strasbourg, donc on a fait nos premières répétitions et concerts aussi dans le coin de Strasbourg. Et donc moi j'étais très curieux de voir la communauté antillaise aussi de là-bas, comment elle allait être intriguée. Ils ont vu le nom de Jean-Marc Ferdinand, donc il y a quelqu'un. Moi mon but c'était de les amener dans des endroits, dans des salles de concert où ils ne seraient pas forcément venus d'eux-mêmes, puisqu'ils se sentent pas souvent concernés, et tout à coup ils ont vu Jean-Marc Ferdinand, tiens on va voir ce que ça donne, et ils se sont retrouvés dans un registre différent, avec un public différent, et pourtant il y en a beaucoup qui sont venus me voir à la fin en me disant qu'ils se sont vraiment reconnus dans les chansons, dans la musique qu'on a proposée, tout en la faisant d'une manière originale. Donc voilà, on essaye de faire ça, quoi. On va découvrir tout ça. Moi, j'ai presque envie d'écouter. C'est dommage, il n'y a pas de musique, on n'a pas d'extrait là. Non, mais vous n'aurez pas donné non plus. Ah, mon Dieu.
On veut que ce soit la surprise carrément. Même pas un petit texte. Mais le festival samedi est vraiment l'occasion de découvrir ça. Et d'ailleurs, ça, c'est notre manière de mélanger ces univers-là. Mais vous aurez aussi la chance samedi de voir d'autres excellents musiciens guadeloupéens qui ont. Il y a Sonia Troupé, il y a Célia Wa, Roger Raspail, tout ça, qui vont montrer eux aussi leur manière d'avoir confronté leur approche. Puisque là, nous, notre approche, c'est celle à nous deux, elle peut être à personne d'autre. Et finalement, tout le monde peut avoir sa manière. Chacun a une approche différente, c'est clair. Donc je pense que ça va être très intéressant comme programme. Moi aussi, je pense. Forcément, vous n'êtes pas de le c'est normal. Donc, ce samedi 25, donc au Moule, donc à Zévalos, à l'habitation Zévalos. Voilà, l'habitation Zévalos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelait la maison hantée. Oui, elle est toujours, je pense. Hein? Elle est. Oh là là, vous me faites peur. Elle est toujours. Je suis pas encore allé là-bas. Ah bon, elle est toujours. Oh, bon, en tout cas, merci d'être venu, d'avoir présenté votre concept. Et on Avec plaisir. Hâte de découvrir ça. Avec plaisir. C'est pour aujourd'hui, on va faire donc un petit point sur les invités qu'on a reçus aujourd'hui. On a eu Jean-Paul Danen qui est cofondateur du laboratoire cosmétique Maravidia, donc qui est venu nous parler de sa boutique et de ses produits en lien avec le calophyllum. On a aussi reçu Pierre Chadru, artiste plasticien, qui nous a parlé de son exposition et de son livre, ainsi que de l'atelier qui aura lieu dans le cadre de cette exposition ce samedi au Lamentin. On a reçu Nathalie Belloiseau qui nous a parlé du village vert, donc qui sera sur les abîmes dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets. On vient de parler donc à Jean-Marc Ferdinand et Léopard Da Vinci, donc les frères Timal, donc avec ce concert qui aura lieu ce samedi dans le cadre du Guadeloupe Electric Groove, donc sur la commune du Moule. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on a eu la semaine de la sécurité des patients au CHBT. Nous sommes revenus sur les ateliers qui étaient ouverts au public au CHBT. On a eu aussi le forum des métiers au lycée Coueffin, l'occasion pour les élèves du secondaire de découvrir l'éventail des métiers en lien avec des professionnels. Aussi la semaine de l'handicap, donc comment accompagner les personnes en situation de handicap face à l'emploi et comment le numérique peut être un vecteur d'inclusion. Et aussi le salon de l'habitat qui aura lieu donc jusqu'au 26 novembre au WTC, l'occasion de découvrir par curiosité les innovations en matière d'économie d'énergie, solutions éco-responsables pour l'habitat. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui 23 novembre, c'est la fin du ZCL, il est 13h57 et je vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas encore mangé, on se retrouve demain.